étapes sur l'établissement de notre base de données vélo régionale, notre au sens large, hein, tous les acteurs de la région Sud. Donc, on va commencer la présentation qui est enregistrée. Si vous y voyez un inconvénient, faites-nous en part dans le chat. Sachant que cette présentation est enregistrée et sera à disposition sur la plateforme Connaissance du territoire la semaine prochaine, ainsi que la présentation qu'on va vous présenter. Donc, nous, Région, avec l'appui d'Imergis, représenté par Samuel Masson et Enzo Brière, qui est le bureau d'études que nous avons mandaté pour l'établissement de cette base. Donc, est-ce que vous voyez, il voit la salle? Oui. Sur les modalités, effectivement, ce qu'on vous propose, c'est qu'on va dérouler une présentation. Vous allez voir, il y a 4 chapitres. Si vous avez des questions au sein des chapitres, on vous propose de les écrire dans le chat. Loredane Cufolo, on va faire un tour de table, va prendre et reprendra les questions à l'oral, les questions qui auront été exprimées dans le chat. Et on aura un temps à l'oral à la fin de chaque partie pour justement le jeu des questions-réponses qui vous viendraient à l'esprit. Voilà. Donc, et puis, on a quand même aussi réservé un temps d'échange général à la fin de cette présentation qui devrait durer une petite demi-heure. Donc, voilà, on a vraiment du temps d'échange prévu. Je vais peut-être commencer à vous partager ce qu'on a prévu. On est 35 connectés. Hop, c'est pas là. Toujours le moment. Hop, voilà. Pas trop. Excusez-moi. Hop, le partage du PowerPoint, il est là. Est-ce que quelqu'un, si vous ne nous entendez pas, dites-nous-le dans le chat avant de commencer. Je vois personne qui se manifeste. Non, c'est bon. Donc, merci à tous d'être là. Le dernier rendez-vous que nous avons eu ensemble, c'était le 14 septembre 2024. Et on a souhaité vous montrer où on en était du travail avec Imergis. Et puis aussi, c'est une façon de mobiliser aussi les acteurs qu'on n'a pas encore réussi à contacter. Et évidemment, de répondre à vos questions sur les étapes suivantes. Ceux qui auraient des inquiétudes sur le fait de ne pas avoir de nouvelles d'Imergis ou de la région. Donc, avant de commencer dans le vif du sujet, pour ceux qui n'étaient pas connectés en septembre, on vous propose un nouveau tour de table. Donc, je me présente, Ségolène Chignard, je travaille à la région, à la direction des infrastructures et des grands équipements, qui, dans le cadre du plan vélo régional, donc la région a souhaité améliorer l'information vélo en région et a commandé avec le service connaissance du territoire l'établissement de cette base de données vélo en région pour la compléter et la qualifier. Julien Dario n'est pas là aujourd'hui, il s'excuse et je passe la parole à Loredane Cufolo. Donc, bonjour. Hop, je mets ma caméra. Voilà. Loredane Cufolo, donc du service connaissance territoriale. Je suis chargée de valorisation de la plateforme connaissance du territoire. Et donc, j'anime la page projet dédiée au projet de base de données vélo en région. La caméra, je suis dans la grosse caméra. Bonjour, donc moi je suis technicien SIG et donc je fais le support sur DataSud et donc j'accompagne ce projet d'un point de vue technique et notamment sur les données OSM. Vous nous entendez bien? Ça va? Très bien, merci. Alors, on excuse Sébastien. Donc, il y a aussi des référents IGN, hein, puisque vous savez qu'il y aura un lien
pour alimenter la BD Topo de l'IGN. Donc Sébastien Bourdeau, je pense qu'il est excusé, mais nous avons Sandy Muscarnera qui est connecté. Et je passe la parole au représentant d'Immergis, le bureau d'études mandaté par la région, donc Samuel Masson. Bonjour, oui, Samuel Masson, du coup chef de projet géomatique chez Immergis. Et je travaille avec Thomas Vautier qui n'a pas pu se rendre disponible aujourd'hui, qui est chef de projet sur le volet mobilité. Et avec nous, il y a Enzo, normalement, qui est connecté. Yes. Du coup, Enzo Brière, j'interviens au sein d'Immergis à côté OSM et puis traitement de la donnée, réception jusqu'à la finalité. Merci à tous. Donc un petit rappel des points que nous allons aborder aujourd'hui. Pour ceux qui ne... Et puis c'est aussi une piqûre de rappel. Ceux qui n'étaient pas connectés en septembre et une petite piqûre de rappel, ce sont les objectifs du projet et les étapes et la méthodologie de projet que nous avons acté avec Immergis. Ensuite, nous ferons un point sur l'avancement de la collecte des données vélo, aujourd'hui à la mi-mars 2025. Ensuite, la méthodo de transfert de ces données vélo à la fois dans notre base de données vélo régionale et dans un deuxième temps, le travail de publication dans OSM. Ensuite, un rappel des étapes à venir du projet et leur calendrier. Et enfin, Loredane nous rappellera les possibilités de contribution de votre part sur différents liens. Et il y aura un dernier temps d'échange s'il y a des dernières questions après chacune des étapes, et comme je l'ai évoqué tout à l'heure. Donc, rapidement, pourquoi une base de données quand la région a fait tout le travail d'établissement de son plan vélo, on a vraiment constaté sur les territoires que nous avions consultés qu'il y avait un manque de données exhaustives des aménagements cyclables, des équipements cyclables tels qu'ils sont réalisés par les maîtres d'ouvrage ou par Gare et Connexion aussi sur le territoire. Donc l'idée, c'est d'avoir une mise à disposition des données vélo qui soient exhaustives et qualifiées et qu'elles puissent être mises à jour aussi après cette prestation. L'idée aussi, c'est qu'il y a un accès égal et équitable pour tout le monde, que la collectivité ou que l'usager est un SIG ou pas. Donc, un accès via une application mondiale qui est OSM, via un référentiel national de cartographie qui est la BD Topo de l'IGN, et enfin via le portail connaissance du territoire sur DataSud de la région. Ça nous permet aussi, à vous et à nous, quand on aura l'ensemble de ces données, de mieux suivre les investissements qui sont réalisés et de les évaluer, d'avoir une photographie qui cadre plus avec le réel. Parallèlement, pour la région, l'objectif, c'est qu'en complétant ces bases de données, ça permet d'alimenter des outils qui, par exemple, calculent des itinéraires vélo, combinés ou pas à des transports en commun. Donc, ça fiabilise ces itinéraires pour les cyclistes. Et l'idée, c'est aussi de capitaliser cette info dans un géocommun régional partagé en open data. Je l'ai évoqué sur la plateforme DataSud. Et pour vous, porteurs de projets qui êtes connectés, vous êtes un bon nombre de collectivités, mais ça peut être aussi des agences d'urbanisme qui ont besoin de ces données-là. Ça permet une meilleure connaissance du réseau cyclable, y compris en dehors du périmètre géographique de la collectivité, un meilleur suivi de l'avancement de l'offre et une programmation sur la base de l'existant, y compris hors périmètre administratif de la collectivité ou sur périmètre sur lequel vous travaillez. Cette base de données, elle s'adresse à tous les acteurs publics et privés qui utilisent les données vélo, donc les collectivités locales, les agences d'urbanisme, les parcs naturels, l'Observatoire régional des transports, les services de l'État. Et comme je viens de l'évoquer aussi, il y a des applicatifs et des plateformes qui utilisent OSM. Donc, des calculateurs d'itinéraires type GeoVélo, notre futur système d'information billettique régional
qui intégrera un calculateur d'itinéraire, donc hébergé sur l'outil Zoo. Ça alimentera ces données OSM, elles alimentent la base nationale des aménagements cyclables, la BNAC. Et enfin, ça alimente aussi des atlas, des bilans qui établissent des réseaux de collectivités tels que le réseau Vélo et Marche. Et enfin, heureusement, ça sert aussi aux cyclistes qui utilisent tous ces applicatifs et aux associations qui les représentent. Donc, je vais passer la parole à Samuel Masson, qui va vous rappeler de manière très synthétique ce qu'on a prévu en termes d'étapes et de méthodologie de projet pour établir cette base de données à l'échelle régionale. Alors oui, le projet, donc, il est, dans ses grandes lignes, il est composé de 4 grandes étapes. La première, c'est l'établissement du standard régional, donc c'est le modèle de données sur lequel vous avez pu contribuer jusqu'à octobre ou novembre 2024 et qui recense les différents besoins des différents acteurs, en sachant que l'objectif ici était d'être à minima conforme avec la BNAC, et puis d'ajouter éventuellement des informations complémentaires pour répondre à certains objectifs, notamment en termes de navigation, par exemple. Le deuxième volet, et non moins important, c'est la compilation des données existantes. Donc, compilation qui comprend la collecte auprès des fournisseurs de données, mais également de l'arpentage terrain. Un troisième volet qui est la publication des données d'une part vers OpenStreetMap et d'autre part vers la BD Topo. Je vais revenir dessus. Et puis un dernier volet dont on parlera en fin de présentation, nommé le renforcement des capacités, qui comprend tout un volet de cartopartie et de formation sur les différents outils à adapter en fonction des besoins et des demandes liées aux données cyclables. Le mode opératoire, pour rappel, on a moissonné l'ensemble des données qu'on pouvait collecter sur les open data, que ce soit les open data nationaux ou au sein des EPCI. Parallèlement à ça, on rencontre l'ensemble des collectivités qui nous ont indiqué posséder des données, soit qui nous ont indiqué être intéressés par la démarche et sur lesquelles on échange sur un certain nombre de sujets notamment des projets en cours et qui vont générer de la donnée à moyen terme. Et puis un troisième élément qui n'a pas encore commencé à ce jour et sur lequel on reviendra, l'arpentage terrain pour venir compléter les données qu'on aurait collectées et qui auraient besoin d'être renforcées. Le but du jeu, c'est de mettre l'ensemble de ces données-là dans une base de données régionale, sous la forme du standard régional qui a été défini. Et à partir de cette base, en fonction de la source des données, on va pouvoir envoyer les données vers l'IGN pour qu'ils puissent eux-mêmes alimenter la BD Topo dans les prochains millésimes. Et puis d'autre part, alimenter directement OpenStreetMap, ce qui permettra, in fine, via l'export mensuel de GeoVélo, de pousser les données vers la BNAC. Et d'une manière donc cyclique, il sera possible après, pour les collectivités ou n'importe quel acteur, de retélécharger mensuellement les données la BNAC et donc d'extraire les données qui ont été produites consolidées plutôt, pas produites, essentiellement consolidées au cours de la mission. Alors en termes de collecte de données, on rencontre donc l'ensemble des EPCI depuis environ novembre 2024. Donc c'est une activité qui est toujours en cours, puisque l'idée c'est de rencontrer. On a commencé par rencontrer les structures, les établissements les plus larges possibles, donc en commençant par les départements, les métropoles, mais également les agences d'urbanisme, dans l'objectif de commencer par les plus grands et puis de réduire progressivement vers les structures les plus petites pour finir finalement par les communautés de communes. Donc bon, le graphique présente en bleu le nombre de PCI ou d'organisations qui ont été rencontrées, en gris celles qui restent à rencontrer. Pour différentes raisons, je vais revenir dans le détail. Donc aujourd'hui, métropole, département, agences d'urbain sont pour l'essentiel rencontrées. Il y a encore des échanges qui sont en cours. Si vous faites partie d'une CA ou d'une communauté de communes, communauté d'agglomération ou communauté de communes, vous avez dû recevoir très récemment un mail, une prise de contact début mars, qui vous propose de planifier un entretien prochainement. Donc ces rendez-vous sont en cours.
la prochaine, donc ça c'est le lot de ces rencontres CA et CC qui a lieu là actuellement sur le mois de mars et le mois d'avril. Et le dernier temps, les dernières rencontres qui seront planifiées, ça sera en avril et en mai, et ça sera dédié plutôt aux associations. La liste donc c'est des invitations qui étaient des structures qui ont été invitées, qui ont été contactées là récemment, les CA et les CC, puis quelques communes. Et puis à droite, la liste des associations qui ont indiqué posséder des données et donc pouvoir partager ces données avec le projet et la base régionale. Il est possible certaines d'autres invitations, il y a des échanges qui sont toujours en cours. Potentiellement, il y aura un autre lot vers d'autres communes qui sera réalisé sous peu, puisqu'en fait, les communes ne sont pas rencontrées. Alors, l'initiative de base, on ne souhaitait pas forcément rencontrer les communes individuellement, on voulait rester à l'échelon PCI. Néanmoins, lorsque des agences d'urbanisme ou certaines collectivités nous ont indiqué que les communes pouvaient posséder des données par elles-mêmes et qui ne soient pas partagées, notamment avec le PCI, ces communes-là sont identifiées et sont contactées individuellement. Donc c'est pour ça qu'on a certaines communes qui sont listées dans cette liste. L'ensemble donc, des rencontres sont mises en page dans une application cartographique de suivi. Si vous pouvez passer à la slide suivante. Merci. Donc c'est une application, une cartographie en fait, donc de l'ensemble des entretiens qui sont menés à 3 échelles, donc EPCI, département et commune. Vous avez en rouge foncé les structures qui ont été rencontrées et donc sur lesquelles il y a eu un premier échange autour du projet. Quand le rouge un petit peu pâle sont les communes qui ont été contactées. Les EPCI qui ont été contactés récemment ou pas, sur lesquels on attend un retour et l'organisation d'un rendez-vous. Ce qu'on peut observer sur la carte en haut à droite, c'est que les communes, comme je vous le disais, l'échelle communale n'est pas l'échelle privilégiée. Donc c'est pour ça qu'on a des rencontres qui sont comme une cartographie qui n'est pas forcément bien renseignée, mais effectivement, on rencontre les communes à la demande lorsque celles-ci ont manifesté à posséder de données par ailleurs, etc. Donc, à ce jour, on a rencontré 100% des métropoles, 53% des communautés d'agglomération, 3% des communautés de communes, donc c'est vraiment le gros du lot actuel qu'on souhaite rencontrer, et 83% des départements. Sachant que certaines structures sont rencontrées une nouvelle fois, notamment certaines métropoles ou certaines communautés d'agglomération qui, au moment où on les a rencontrées la première fois, étaient en train de réaliser, de finaliser ou de lancer des projets type schéma directeur, plan de mobilité, qui, in fine, allaient générer des données, qui vont générer des données. Et donc, ce sont des structures qu'on va re-rencontrer dans un second temps, je l'espère, pour pouvoir éventuellement récupérer ces données. Il y a plusieurs cas de figure, sachant que le projet, j'en ai pas tout à fait parlé en introduction, c'est sur jusqu'au septembre 2025, il y a tout cet effort de compilation, de mise en base et de publication. Mais de septembre 2025 à septembre 2026, il y a une phase de mise à jour qui est prévue, dans laquelle on pourra continuer à intégrer des données dans le cas où des projets, des collectivités auront produit des données d'ici là. Donc on pourra toujours continuer à produire des données, à constituer la base de données régionale dans un second temps. Cette application des entretiens, elle s'accompagne de l'application cartographique du suivi de la collecte des données. Vous avez donc toujours les 3 échelles, EPCI, département, commune. Vous avez en bleu foncé les données qui ont été reçues. Et en bleu clair, les données qui nous ont été... c'est-à-dire on attend encore, les rendez-vous a eu lieu, mais on attend encore la réception des données. En gris, vous avez les collectivités qui ont indiqué ne pas posséder de données, en tout cas suffisamment structurées pour être versées dans la base régionale. Et puis en blanc, sont encore les EPCI qu'on cherche à contacter et qui ont été invités récemment. Donc à ce stade, dans tous les entretiens qu'on a pu mener, 58% des EPCI nous ont envoyé leurs données et un tiers ne l'ont pas encore fait. Donc c'est celle-ci qu'on souhaite éventuellement relancer. Et puis 10% n'ont pas de données à partager à ce jour. Cela signifie peut-être que d'ici 6 mois, elles en auront, auquel cas elles pourront toujours les verser au projet.
Ce qui donne à peu près donc, des premières activités d'import ont été réalisées, des mises en base de structuration des données. Donc c'est un travail qui est en cours. On voulait vous présenter un petit peu, vous faire le panorama de ce qui a été fait à ce jour. Vous avez la cartographie ici à gauche à l'échelle régionale de l'ensemble des aménagements qui ont été collectés à ce jour. Donc on a 17 000 lignes. Alors ce qui ne veut pas forcément dire grand-chose, d'autant qu'on peut avoir des superpositions, donc les linéaires ne sont pas calculables en l'état, avec la série des types d'aménagements qu'on peut retrouver et que l'on retrouve dans le standard régional. Alors vous avez des exemples à droite, en haut à droite, avec une numérisation des aménagements au centre de l'aménagement, donc plutôt à la mode, entre guillemets, OpenStreetMap. Donc on n'est pas sur un aménagement numérisé au filaire de voie. Et puis en dessous, vous avez l'exemple des cas de figure qu'on traite un petit peu, enfin qu'on traite au quotidien, qui est la gestion en fait, des collisions des différentes sources de données entre elles, notamment par exemple entre des données qui ont été recensées par un département et puis les données d'une communauté d'agglomération. Donc on a un doublon, mais on n'a pas forcément la même géométrie. Et donc on travaille en amont au niveau de la base de données régionale à la gestion de ces superpositions qui n'en sont pas vraiment, à identifier s'il y a deux aménagements ou s'il n'y en a qu'un seul, il s'agit du même, à fusionner les attributs si chacune des sources apporte des choses, pour in fine n'avoir qu'une seule géométrie et la pousser vers OpenStreetMap si elle n'existe pas dans OpenStreetMap. Donc ça, c'est la partie aménagement cyclable. On a après le volet stationnement cyclable. Donc, on a à ce jour 1319 points de stationnement, sachant qu'un point de stationnement peut regrouper de 1 à n points support d'attache, comme un arceau par exemple. On a différentes catégories, 701 arceaux, des râteliers, des pince-trous, des abris verrouillés, 37, et puis 368 objets, soit qui ne rentrent pas dans ces catégories-là, qui sont un peu particuliers, soit qui ne sont pas encore qualifiés. Donc, ils pourront faire l'objet d'une qualification, ils vont être poussés, et ils vont être potentiellement enrichis. Et ensuite, on a d'autres données qui vont arriver, notamment les abris vélos en gare, qui vont arriver dans un second temps. Et puis, troisième thématique, les équipements et services. Alors, pour rappel, les équipements et services, c'est à la fois des équipements type des points d'eau, des sanitaires, des points de réparation, mais c'est également des loueurs de vélos, des réparateurs de vélos ou des stations de trottinettes en libre-service, par exemple. Donc là, vous voyez sur la cartographie, tout ça est assez sectorisé. On n'a pas une couverture régionale qui est particulièrement efficace sur cette thématique, mais on l'enrichit progressivement. Donc voilà pour le panorama des données existantes. Ces données, donc, elles sont hétéroclites. Elles n'ont pas forcément la même qualité géométrique, ils n'ont pas forcément la même exhaustivité attributaire. Donc le projet prévoit, et le prévoit depuis le début, une possibilité de faire de l'arpentage terrain. Donc ça veut dire de venir sur site, à des endroits précis qui auront été décidés, sur chaussée ou sur des aménagements cyclables en site propre. Donc on entend les voies vertes qui s'éloignent du réseau viaire, équipés d'une caméra, sur des secteurs particuliers et à partir desquels on pourrait nous qualifier la donnée, c'est-à-dire vérifier le nombre d'arceaux, si c'est cohérent, potentiellement bien préciser si l'aménagement il est à droite ou à gauche et s'il s'agit bien d'une piste cyclable et non d'une bande, etc. Donc venir qualifier la donnée de manière plus précise. Et puis, comme on le disait la dernière fois, ces images qui sont produites dans le cadre du projet pourront être versées dans Panoramax et donc être accessibles à tous, éventuellement à d'autres contributeurs, pour venir aussi consolider les données. C'est-à-dire qu'on viendrait quelque part alimenter la base de données de connaissances qui permettra d'améliorer OpenStreetMap également dans un second temps. Voilà. Merci Samuel. Donc, comme je vous le proposais, on va lire les questions, Loredane, et y répondre en direct. Et vous pourrez rajouter des questions à l'oral si vous le souhaitez. Oui, alors pour l'instant, on a surtout eu des remarques, pas vraiment des questions. Une question concernant le Sister Brèche. Alors, je viens d'y répondre, en fait, c'est parce que la communauté de communes fait partie de Géomass. Et en fait, Samuel a pris contact directement avec Géomass plutôt que qui centralise tout. Je ne sais pas si tu peux en dire quelque chose, Samuel, à propos de tes contacts avec Géomass.
Oui, alors effectivement, le SIG mutualisé de Geomass, on attendait les données en fait pour les données en fait exportées à l'échelle de tous les territoires pour se faire une idée en fait des données existantes et de leur qualité. On les a reçues là il y a quelques semaines. A priori, il y aurait un nouveau millésime qui va arriver prochainement. C'est pour ça que vous n'avez pas été mis dans la liste dans des invitations là. Mais par contre, en fait, je peux reprogrammer là et vous renvoyer une invitation pour à côté de Geomass échanger sur les données. Effectivement, vous avez été mise de côté parce qu'il y avait un SIG mutualisé. On le savait pour vous. C'est pour ça que la rencontre n'a pas été planifiée, mais on peut la replanifier sans difficulté si vous êtes intéressé. On a une autre question du Scott Vaison-Ventoux. Quid de l'actualisation des données? Je peux répondre aussi, hein, Samuel Masson l'a évoqué. Dans cette mission, il y a une première année, septembre 2024, septembre 2025, où il y a l'établissement de la base des données pour qu'elle soit le plus complète possible, la plus qualifiée. Il y a une deuxième année confiée à Imergis aussi pour la mise à jour. Mais dans cette seconde année, il y a aussi un renforcement des capacités en région à établir, soit par des outils tels que les cartoparties, pardon, mais aussi des formations. Et l'idée, c'est que d'ici septembre 2026, on trouve un mode opératoire ensemble pour trouver des référents avec la région, dans les territoires, avec l'appui de la région, pour continuer à actualiser la base de données vélo régionale et incidemment OSM. Mais ça, là, la priorité, c'est l'établissement de la base de données. Et à partir d'octobre 2025, on essaie de trouver ensemble les solutions pour cette mise à jour qui est un enjeu majeur pour éviter que ça soit un one-shot, quoi, évidemment. Et ça sera l'affaire de tous. Ça ne pourra pas être la région. L'idée, c'est de ne pas payer un prestataire pendant ad vitam aeternam. C'est vous qui avez la donnée, mais il faut qu'on trouve le mode opératoire aussi qui vous convient. Mais on aura fait le gros du travail aussi durant cette année 2025. Il y a ensuite deux questions un peu plus sur la constitution de la base de données, notamment comment sont pris en compte les accotements revêtus comme des aménagements cyclables et également quelle distinction entre la zone 30 et la zone de rencontre. Apparemment, c'était en rouge sur la même ligne sur la carte. Alors, je vais commencer par le deuxième point. Les zones de rencontre et zone 30, donc c'est des données qu'on essaie de collecter. Mais en fait, c'est des données qui sont très difficiles à qualifier. Elles existent assez peu dans les données SIG. Pour une bonne raison, c'est que dès qu'on essaie de construire des zonages, on se rend compte qu'il manque de la signalisation sur le terrain. Et donc, c'est une donnée qui est assez difficile à collecter. Donc aujourd'hui, nous, on cherche à compiler ces données zone 30, zone de rencontre. Dans la base de données, elles sont bien différenciées. Il s'agit simplement, a priori, hein, d'une fusion au niveau de la symbologie, mais il y a bien une séparation. Sauf qu'aujourd'hui, cette donnée, elle n'est pas extrêmement, comment dire, solide et exhaustive. On la collecte dès qu'on peut, mais elle devra faire l'objet, notamment, on en parlait à l'instant, de la mise à jour, de la maintenance, d'une consolidation au long cours, on va dire. Ensuite, sur les accotements revêtus, non, aujourd'hui, on raisonne véritablement en termes d'aménagement cyclable dans son sens strict. Un accotement revêtu n'est pas un aménagement cyclable, donc aujourd'hui, il n'est pas qualifié, il n'y a pas de... c'est comme les bandes multifonctionnelles, elles sont qualifiées, la donnée n'est pas perdue, mais on va chercher à collecter les aménagements cyclables un petit peu réglementaires, donc les pistes, les voies vertes, les bandes, etc., les CVCB. Mais les accotements cyclables, si la donnée existe en entrée, elle est stockée, mais elle n'est pas qualifiée comme une typologie dans le standard régional. Je peux me permettre d'intervenir, excuse-moi, Ségolène et Monsieur Masson. C'est moi qui ai posé la question à Anaïs Fiastre à la métropole Aix-Marseille-Provence. Oui. Parce que je vois que dans la légende, il y a écrit bande multifonctionnelle dans la légende d'une carte qui s'appelle aménagement cyclable. Donc, bande multifonctionnelle, pour moi, c'est pareil qu'un accotement revêtu. Oui, oui. Donc, je m'inquiétais que ça soit considéré comme des aménagements cyclables et je comprends que ce n'est pas le cas. Ça ne sera pas le cas. Non, ça ne non, sera pas le cas. Par simplicité, c'est vrai qu'on a mis cette légende-là, mais c'était plutôt sur toutes les typologies d'aménagement que recense Imergis. Et c'est vrai que faut pas se priver si on les a ça peut être
une zone de secours après pour certains itinéraires, mais ça ne va pas être qualifié comme un aménagement cyclable. Voilà. Et on est cohérent avec la BNAC. Hein. Voilà. Très bien, merci. Est-ce qu'il y avait d'autres Il questions? n'y a pas d'autres questions. Très bien. Ben, merci. On va passer à la seconde partie pour vous dire qu'est-ce qu'on fait de ces données, comment Immergis les traite. Donc là, c'est une phase qui vient à peine de commencer et qui va être justement en plus du travail qui continue de collecte. Vous avez vu qu'on a encore besoin de collecter. Les pourcentages d'atteinte des contributeurs, ils ne sont pas à 100%. Même s'il y a des rendez-vous, les données ne sont pas toujours envoyées. Mais en parallèle, on commence à alimenter cette base régionale, qui est un outil intermédiaire pour nous. On pourra évoquer les histoires de droit. Et c'est pour ça qu'on a besoin de cette base intermédiaire avant de publier dans OSM. Donc, je repasse la parole à Samuel ou à Enzo pour expliquer cette méthode. Alors, je continue. Le rappel du standard, on aurait peut-être dû le présenter un petit peu plus haut. Ça aurait répondu sur la question des fameuses des bandes multifonctions. Donc, on a les 3 thématiques, aménagement, stationnement, équipement. Vous l'avez déjà présenté une première fois. On vient récupérer donc le type d'aménagement au regard de ce qui est un aménagement cyclable, le sens des circulations, sa position sur trottoir, en site propre, sur chaussée, etc. Le gestionnaire, en fonction de l'information, si elle nous est partagée. Le matériau et la qualité. Le matériau s'appuie sur la BNAC, donc est-ce qu'on est sur un matériau lisse, rugueux ou meuble. Et la qualité est un attribut complémentaire proposé par la région sur l'état du patrimoine en tant que tel, et donc sa qualité de circulation pour les cyclistes. Dans l'approche, nous, on essaye d'enregistrer les données c'est-à-dire d'enregistrer les aménagements à leur position réelle et non pas en attribut du filaire de voie, hormis pour les bandes cyclables. Donc en fait, on essaye de coller dans la réalisation à la manière de faire qui est communément admise par OpenStreetMap. Donc on essaie de s'aligner là-dessus et du coup la BNAC aura ce niveau de précision parce qu'on observe quand même que les géométries dans OpenStreetMap sont souvent plus fines que celles qu'on peut retrouver dans les données de référence et notamment des fournisseurs. Ensuite, on a les stationnements. On va chercher à identifier le type de stationnement. Est-ce qu'on est de l'ARSO, du pincereau, etc. La localisation, les capacités, nombre d'emplacements, mais également est-ce qu'il est accessible à un vélo PMR et combien, ou vélo cargo et combien on va avoir d'emplacements réservés. Est-ce qu'il est couvert, est-ce qu'il est surveillé. Ces informations sont localisées par un point au centre de l'équipement. Et puis enfin, les équipements et services, également un point localisé au centre de l'équipement et qui reprend la typologie, donc une borne de réparation, une station de location de vélo, un réparateur vélo, etc. Voilà pour les différentes thématiques. Ensuite, le vrai sujet à ce niveau-là, c'est une fois qu'on a mis en base au niveau du standard régional, on va chercher à venir comparer ces données-là avec OpenStreetMap. Grosso modo, 4 étapes, de manière très grossière. On met tout en base régionale et on gère les superpositions, c'est ce que je vous indiquais en tout début de présentation, et on porte un indice de qualité. C'est-à-dire qu'on va essayer de juger en fait la qualité d'une géométrie ou d'un remplissage attributaire en comparant les différentes sources de données, et on va essayer de se dire, voilà, ce fournisseur de données-là, on a la donnée qui est la plus précise et la plus qualitative. Si on n'arrive pas à faire de choix, à ce moment-là, on se posera la question de faire de l'arpentage terrain, par exemple, ou de revenir vers le fournisseur de la donnée, vers les fournisseurs de la donnée. Ensuite, on va essayer de classer et de récupérer la donnée la plus récente ou la plus qualitative et éventuellement de fusionner des jeux de données, parce que là, c'est le meilleur des cas. Quand vous avez 2 jeux de données, il y en a un qui apporte les attributs et l'autre la géométrie, c'est parfait. Ça veut dire qu'on s'est gagnant-gagnant quelque part et on conseille de la donnée. On la standardise et on la met au format OSM. Ça veut dire que chaque attribut qu'on a présenté juste avant très rapidement, on va chercher son tag OSM, on a fait une table de correspondance. Donc on va transformer cette donnée sous la forme de la donnée OSM. Ensuite, on va générer un quadrillage
sur l'ensemble de la région, d'1 kilomètre par 1 kilomètre, et on va segmenter l'ensemble des entités. Pourquoi? Parce qu'en fait, on souhaite pouvoir comparer les géométries entre elles, et parfois, si la donnée, par exemple, provient d'un département, on va avoir un aménagement qui traverse tout le département, et on va avoir le même aménagement qui traverse, par exemple, ne serait-ce qu'une commune et qui sera segmenté à la commune. Donc, on va chercher à segmenter l'ensemble des entités à des tailles bien précises pour les rendre comparables. Et sur chacune de ces dalles de 1000 par 1000, 1000 mètres par 1000 mètres, on va donc lister l'ensemble des géométries qu'on souhaite publier dans OSM, gérer et même celles qui sont éventuellement superposées, et générer un point OSM qu'on va envoyer vers OpenStreetMap pour la publication. Tous les matins, à 6 h du matin, 6 h ou à 7 h, on télécharge les données OpenStreetMap, on les met dans une base de données dédiée, on fait un nettoyage relativement automatisé, et puis avec ces points OSM par dalle de 1000 par 1000 et cette donnée OSM, on envoie tout ça vers JOSM et on compare, grosso modo, et on compare manuellement ce qu'on doit faire dans OpenStreetMap. Est-ce que la donnée que je charge et qui vient d'un fournisseur, eh bien, la géométrie est meilleure ou pas? Est-ce que les attributs sont meilleurs? Comment on peut compiler, etc. En fait, on gère dans le détail 3 cas de figure. C'est peut-être là où il faut arriver. 3 cas de figure. Le premier, c'est si on détecte qu'un objet OSM, je vais prendre un exemple d'un stationnement. Si on a un point de stationnement dans OSM et on a un point dans la base de données régionale et que les deux sont géographiquement localisés à moins de 8 mètres, on va considérer qu'il s'agit du même objet. On garde une géométrie et on vient fusionner les attributs. Donc là, ça veut dire qu'on vient enrichir OpenStreetMap. Deuxième cas, on a deux objets qui sont distants, de 8 à 100 mètres. Alors, il faut imaginer deux pistes cyclables qui sont parallèles, mais qui parfois sont à 5 mètres et parfois sont à 10 mètres ou à 20 mètres. Là, on ne sait pas. On ne sait pas s'il y a deux aménagements de part et d'autre de la route ou il s'agit du même aménagement. Et au niveau attributaire, on n'a pas suffisamment de précision sur la latéralité et le sens de circulation pour faire de la déduction. Auquel cas, on envoie les deux dans JOSM, donc l'outil de publication dans OSM, et on fait une vérification manuelle. Troisième cas, on a entre la donnée OSM et la donnée de la base régionale aucune correspondance. Donc, on considère que l'objet n'existe pas dans OpenStreetMap et donc on le pousse simplement depuis la base régionale. Ce que vous voyez à droite, c'est ce tuilage d'1 kilomètre par 1 kilomètre. Vous avez en bleu, vous avez des aménagements cyclables. La comparaison a été faite entre OSM et la base régionale et il y a des objets qui sont à pousser dans OSM, ou vers l'IGN d'ailleurs, excusez-moi, je ne l'ai pas cité. En vert, c'est là où vous avez du stationnement à pousser. Et en rouge, là où vous avez des équipements et services qui sont à pousser. Donc on a quand même pas mal de... Là, on a un exemple avec une couverture géographique assez importante. Et donc chaque dalle est prise individuellement et analysée à partir des données que l'on a. Je voudrais simplement indiquer ici qu'on ne va pas chercher un petit peu comme par rapport aux zones 30 et aux zones de rencontre, on ne va pas chercher, nous, à interpréter. On fait de la déduction, mais on ne prendra pas de risque. C'est-à-dire que l'objet ici, notamment vos côtés publication OSM, eh bien, c'est de ne charger de données que sur lesquelles on a de la certitude. Donc, on gérera un indice de qualité et on maintiendra en base régionale en se disant, bah, voilà, cette tuile-là, on ne sait pas trop encore la traiter et on prendra acte de la solution de traitement, arpentage terrain, rencontre avec le fournisseur. Et on ne publiera sur OSM progressivement que les données sur lesquelles on a des niveaux de certitude avancés. Et côté IGN, c'est pareil, puisque ces données ont vocation à venir alimenter la BD Topo, on fera en sorte de gérer ces différents indices de qualité. Donc, merci Samuel. Comme précédemment, est-ce qu'on a des questions dans le chat? Non, on n'a pas de questions. Est-ce que quelqu'un sur cette partie beaucoup plus technique et qui rentre vraiment dans le cœur du sujet de l'établissement de cette base pour alimenter justement notre base de données, mais aussi OSM, est-ce qu'il y a des questions à l'oral pour avoir des précisions sur cette partie-là, sur la publication? N'hésitez pas. Sinon, on passera à la troisième partie. Donc, ça veut dire que tout a été clair dans la salle? Non? Il n'y a pas de questions. Très bien. Ok, personne ne lève la main. Donc, on va passer à la troisième partie qui concerne les prochaines étapes du projet et les étapes en cours et leur calendrier. Prochaines étapes, on en parlait également en tout début de réunion, sur le renforcement des capacités. C'est le moment peut-être, puisqu'on va rentrer dans cette phase-là, même si elle reste à délimiter, et puis il y a des échanges qui sont attendus.
Donc sur les cartes parties, la formation et les mises à jour sont les 3 grands piliers finalement de ce volet renforcement des capacités. Donc on a le projet propose des cartes parties. Donc l'idée c'est sur un secteur particulier, sur un quartier, sur une commune, et ben, de couvrir une thématique spécifique ou les 3 thématiques avec des contributeurs qui soient chevronnés ou non. Avec un objectif de formation aux outils OSM ou avec un objectif de complétude des informations, peuvent être organisés. On peut donc, voilà, c'est 2 cas de figure. Soit on pourrait organiser des cartes parties pour couvrir des zones blanches sur lesquelles on sait que des aménagements existent, mais d'une manière ou d'une autre, il n'y a pas de données vectorielles qui ont été produites, il n'y a pas de contributeur OpenStreetMap. Donc on sait qu'il y a de la donnée parce qu'il y a eu des aménagements, mais du coup, il faut faire cet effort de cartographie. Donc la carte partie peut servir à ça. Ou on peut tout simplement sur des territoires qui sont en très très forte mutation, notamment les territoires les plus urbains probablement, sur lesquels il y a de l'évolution constante et régulière, et sur lesquels la mise à jour est portée très souvent beaucoup par des usagers notamment, et ben, d'appuyer un petit peu ça, d'aider avec des cartes parties pour rusher, pour sprinter sur une thématique à un moment donné, pour rattraper éventuellement un retard ou pour compléter des aménagements récents qui ont été réalisés. Donc les cartes parties, c'est à la fois de la formation, puis à la fois de la complétude de données. Il y en a un certain nombre qui sont prévus. On voudrait les adapter aux besoins en fonction des besoins et des différents territoires. Deuxième volet, c'est la formation. Alors la formation, voilà, c'est plus structurant, c'est plus voilà, du renforcement de capacité. On a d'un côté de la formation qui pourrait être orientée sur OSM. Donc, avec un niveau débutant, je découvre avec l'usage de ID par exemple, et avec un usage beaucoup plus initié avec JOSM. Plutôt des formations adaptées bien sûr aux équipements cyclables, mais c'est aussi une formation à la compréhension de l'univers OSM et éventuellement à créer des envies de participer au OpenStreetMap, toutes thématiques confondues, pourquoi pas. Et puis le deuxième volet, éventuellement, c'est l'usage du SIG en général. Et donc la numérisation, on pense naturellement à QGIS, donc des formations par exemple de numérisation pour maintenir cette base, pour éventuellement accéder à la base régionale par DataSud, publier des données, les charger, récupérer la BNAC, etc., faire de l'analyse statistique, ça pourrait aussi être des choses de ce type-là. Et puis le troisième élément, c'est la mise à jour. Donc cette mise à jour, elle regroupe à la fois nous, la publication, de continuer à publier les données. Si vous avez reçu des données dans l'intervalle, on peut continuer à les charger, mais également éventuellement organiser des formations et cartes parties pour les charger ensemble. Donc ça, c'est la prochaine étape à planifier. Et grosso modo, voilà le calendrier des prochaines étapes du projet. Donc 03, 04, 05, mars, avril, mai. On est on est en plein dedans. Donc comme je vous le disais, on est encore dans cette phase de collecte des données, des entretiens et de la réception des données qui existent. Ce qu'on se fixe, c'est jusqu'à fin mai d'avoir rencontré l'ensemble des partenaires qu'on a cités tout à l'heure et d'avoir collecté, récupéré les données existantes à cette date. Avec les communautés d'agglomération et les communautés de communes de mi-mars à fin avril, et puis à partir de début avril jusqu'à fin mai, la rencontre des associations, le cas échéant. À partir de là, on devrait avoir une idée assez claire des données qui existent. La deadline étant fin mai sur la collecte des données pour lancer les étapes suivantes. On va pas attendre au-delà de fin mai maintenant. On va avoir une vision assez claire des données qu'il manque, de la complétude. Est-ce qu'on a des trous ou est-ce qu'on a des problèmes de qualité? On sait qu'on a tous les cas de figure. Et à ce moment-là, on va pouvoir commencer à travailler sur une stratégie d'arpentage terrain pour aller compléter des données là où c'est nécessaire. Mais pour élaborer cette stratégie d'arpentage terrain, on a besoin de figer à un moment donné la collecte, de l'analyser complètement et d'évaluer nos options quelque part. Parce que 1500 km, c'est significatif, mais à l'échelle régionale, ça peut se diluer assez rapidement. Parallèlement à ça, c'est le vert, consolidation de la base régionale et publication. Donc en fait, on va essayer d'avancer en une forme de rouleau compresseur quelque part et de publier les données au fil de l'eau progressivement avec des thématiques qui sont plus ou moins complexes. Vous l'avez compris, le stationnement va se faire relativement facilement. Idem pour le service. Pour les aménagements cyclables structurants, ça va être un peu plus compliqué, mais on le savait. Mais donc ça va avancer à partir de maintenant, on va monter en puissance très progressivement. Et puis, ce qu'on suggère, c'est éventuellement de lancer cette phase de renforcement des capacités à partir de cet été, pour ceux qui peuvent ou pas, et sinon, globalement, à partir du mois de septembre, pour l'organisation de ces cartes parties ou de ces formations, pour les structures qui seraient intéressées.
Merci Samuel, encore une fois. Je crois qu'il y a des questions, Loredane, auxquelles je peux peut-être répondre. Alors, non, il n'y a pas de questions dans le chat, mais Ah oui, que je précise. peut-être oui, que tu peux apporter quelques précisions sur Donc, le dernier point. oui, sur le renforcement de capacité et notamment l'organisation des cartoparties et des formations. Donc, c'est prévu dans la mission avec l'appui d'Immergis, mais les cartoparties, l'idée, c'est évidemment d'aller sur site. Il est prévu 6 cartoparties, d'aller sur le terrain, dans les collectivités ou si des associations ont envie aussi, ont des adhérents ou des habitants qu'ils peuvent mobiliser, pourquoi pas. On peut, avec Immergis, organiser ces cartoparties sur vos territoires. Comme on le disait, c'est à la fois de la collecte de données, mais c'est surtout de la sensibilisation à l'outil, l'intérêt de contribuer, et puis aussi de renforcer effectivement la collecte sur un thème. Il faudrait plutôt choisir une thématique, ça peut être soit les aménagements, soit les stationnements, soit les équipements. Choisir aussi un périmètre, ça peut être une commune, mais ça serait pour un public plus novice, un périmètre plus large s'il y a un public un peu plus expérimenté. Et puis, l'idée aussi, c'est de savoir si sur le terrain, il y a déjà des contributeurs OpenStreetMap. Donc là, ça peut être beaucoup plus efficace. Et puis, il peut y avoir un échange de bons procédés. Voilà, donc Loredane vous présentera une petite slide si vous voulez postuler pour être un territoire qui bénéficierait des cartoparties. Et pour les formations, là vraiment c'est quelque chose qu'on va construire avec vous parce que là c'est beaucoup plus pérenne dans le temps. Ça nécessite aussi un engagement de temps homme, soit dans vos associations, soit dans les collectivités, soit dans une DDT par exemple. Mais là aussi, suivant le nombre de personnes, dans la mission d'Immergis, ça peut se faire en distanciel, mais aussi en présentiel. Ça va dépendre du nombre de personnes, mais c'est sûr qu'il faudra couvrir l'ensemble de la région. Donc ça peut être des formations en petits groupes à l'échelle d'un département. Voilà, avec des référents par département. Voilà, mais là aussi, ça peut être sur site, quoi. Mais ça commencera pas avant la fin de l'année 2025 pour les formations. Voilà. Alors, on a une question de Yannick Daniel, donc ça s'adresse à toi, Samuel. Comment sera gérée la mise à jour des données sur un même secteur et même objet provenant de différentes sources, et notamment entre départements et communes? Donc, des données voilà, sur un département et sur la commune du département. Alors, il n'y a pas de miracle, même si Enzo, si tu veux prendre la parole après, il n'y a pas de souci. Là, on est quand même dans une approche où on va chercher à compiler les données entre elles, c'est-à-dire éventuellement voir s'il n'y a pas chaque source de données donne des éléments, des informations complémentaires, et donc de faire une fusion des deux. Mais d'une manière générale, on va chercher les doublons par de l'analyse spatiale et faire un traitement manuel et du cas par cas. Ce cas par cas, comme je vous le disais, on ne prendra pas de risque. Si on n'arrive pas à trancher quelle est la donnée, si les deux données, par exemple, vont dans le même sens, elles disent la même chose, mais pas avec la même précision, on récupérera celle qui nous paraît la plus récente ou la plus précise, au regard de critères objectifs. Si elles sont contradictoires et qu'on n'a pas de moyen d'en vérifier, de vérifier qui dit vrai, quelque part, à ce moment-là, elles rentreront dans ce nouveau pool d'objets à vérifier par ailleurs avec des sources externes, notamment l'arpentage terrain. Mais on n'a pas le choix à ce niveau-là, quand on a deux géométries qui sont a priori le même aménagement, pas la même source, pas la même géométrie, pas les mêmes attributs, on n'a pas le choix de faire ce travail manuellement, a priori. Merci, Confirme Enzo, je te vois confirmer. Oui, je confirme. On a deux questions concernant OSM. La première, a-t-on une connaissance des contributeurs OSM par territoire? Et la seconde, qui est surtout sur comment veiller à ce que les contributeurs OSM, entre guillemets, ne fassent pas n'importe quoi sur la base de données qui serait publiée. Alors, as-tu une connaissance des contributeurs OSM? Alors, moi, non.
en partie peut-être. L'idée, c'est justement dans ces rencontres avec les associations qui sont des contributeurs, qui composent notamment, ou sur lesquels on va trouver des contributeurs, c'est peut-être justement de rencontrer ces contributeurs OSM et éventuellement, s'ils le souhaitent, de travailler en collaboration avec les territoires sur lesquels ils réalisent des publications. Voilà. Mais c'est justement l'objectif un petit peu de ces prochaines rencontres avril-mai, puisque étant donné qu'on a beaucoup de contributeurs, c'est pas exhaustif et c'est pas exclusif, mais il y a beaucoup de contributeurs qui contribuent déjà sur OpenStreetMap. Ils ne seront pas forcément des fournisseurs de données pour la base régionale, mais ils seront plutôt des acteurs de cette phase de maintenance et de consolidation de la donnée main dans la main avec les territoires. Ensuite, sur la deuxième question, je m'hasarde à une réponse et je te laisse reprendre Enzo, qui a beaucoup plus d'expérience. Je pense que justement, la partie formation, cartopartie, échange doit permettre de fiabiliser la manière de collecter la donnée, de l'uniformiser. Le standard régional, il a cet objectif-là de définir qu'est-ce qu'on considère être un aménagement cyclable, le niveau de souplesse par rapport à certains aménagements où on sait qu'ils ne respectent pas la réglementation, mais ils en sont quand même, etc. Donc, d'harmoniser à l'échelle régionale, quelque part, la lecture et la qualification des différents objets. Maintenant, il s'agit d'OpenStreetMap, c'est collaboratif et donc il y a toujours un risque. Je confirme également. Oui, et pour la première question aussi, au niveau des contributeurs, on peut récupérer en fait les contributeurs. On a déjà fait ça sur les contributeurs qui sont actifs déjà dans OpenStreetMap sur la thématique vélo. Donc eux, potentiellement, j'en ai déjà contacté un ou deux et ils seront contactés encore par la suite. Parce qu'ils ne font pas forcément partie des associations qui seront contactées. Et donc, on voit à peu près qu'ils sont déjà actifs. Et du coup, bah oui, pour répondre à la deuxième question, c'est vrai que ça vient surtout d'une bonne formation en fait, des contributeurs sur la thématique métier en telle quelle. Parce que généralement, quand on passe du temps à améliorer OpenStreetMap, on le fait sur notre temps personnel. Et généralement, quand on fait les choses sur notre temps personnel, on aime bien le faire de façon qualitative. Euh, Tout ça pour dire que s'il y a des contributeurs qui font n'importe quoi, ils le font pas forcément par mauvaise foi, mais plus par méconnaissance des bonnes pratiques. Et ça va être notre rôle de leur expliquer, bon bah voilà, là maintenant, dans OpenStreetMap, c'est défini une voie verte de la tête de telle façon, donc maintenant on cartographie ça comme ça. Et après, on peut toujours échanger pour trouver un consensus, mais on respecte les grandes directions qui sont celles du wiki dans OpenStreetMap. Voilà. Merci. On a une main levée, la métropole. Oui, c'est toujours moi, Anaïs Fias. C'est moi qui ai posé la question sur faire en sorte que les contributeurs OSM ne fassent pas n'importe quoi. En fait, ma question, elle est évidemment orientée. On fait partie de, je pense, une des métropoles que vous avez citées qui vient de consolider sa base de données parce qu'on est en train de faire notre schéma directeur des modes actifs. Donc, on est plutôt content de notre base, elle est belle, elle est plutôt complète. On pense qu'il y a le moins d'erreurs possible. On est évidemment de partie de OSM pour la constituer. On a utilisé des contributions des communes, des associations, des retours dans le cadre du schéma directeur qu'on est en train de faire. Et là, on hésite carrément à la déposer sur OSM parce qu'on sait que dans quelques semaines, une fois qu'elle sera sur OSM, on va nous remettre des bandes multifonctionnelles comme des bandes cyclables. On va nous remettre des voies vertes sur la corniche. Voilà. Et donc, on se pose carrément la question de comment on peut fonctionner avec OSM pour éviter que les contributeurs ne fassent pas ces modifications-là incorrectes. Et est-ce qu'il pourrait y avoir potentiellement, je ne sais pas, un contrôle des propositions de typologie d'aménagement ou de nouveaux aménagements qui sont faits par les contributeurs, donc contrôle par la collectivité, je dis la collectivité, je ne sais pas laquelle, mais une collectivité, un tamponnage pour dire, OK, ça c'est bon, c'est validé, cette contribution, on a le droit de la mettre à jour et elle a le droit d'être dans OSM. Est-ce que c'est quelque chose qui existe? Et petite parenthèse, on vous avait fait un mail à Emergis sur ce sujet-là, un mail pour Monsieur Vautier, voilà, qui n'est pas autour de la table, je crois, mais peut-être êtes-vous au courant, vous, de cette demande qu'on vous avait faite pour essayer de travailler au mieux. Voilà. Je laisse répondre, après je ferai une réponse aussi. Je répondis, on a bien reçu le mail et en fait, je prévoyais de revenir vers vous cette semaine, pour être honnête, Super. sur ce sujet et sur d'autres. Ok. Je vous ai apporté une réponse. Alors, la première réponse est si vous êtes parti d'une donnée OSM, donc et sous licence ODBL, vous êtes tenu de repartager les modifications faites dans OSM. C'est le principe de la licence OSM. Voilà. Oui.
Le deuxième côté, c'est pas parce qu'un usager va faire une mauvaise interprétation ou une correction derrière qu'il va détruire votre base de données. Parce que votre base de données, vous l'avez de votre côté, vous avez votre version fiable de Bien votre sûr. côté. C'est pas voilà, c'est pour rassurer de ce côté-là. Il existe des méthodes pour contrôler. Côté DataSud, on l'a envisagé. Je sais pas, enfin voilà, c'est pas encore en place, mais en tout cas, c'est des choses qui sont envisagées, des choses qui sont mises en place, par exemple, du côté de la métropole de Montpellier, qui permet en gros de contrôler les mises à jour qui sont faites dans OSM via un tuyau, afin d'après repartager la donnée OSM dite qualifiée, eux, dans leur base de données. En gros, comment ça fonctionne, ça se base sur des contributeurs jugés viables, on va dire. Fiable, pas viable. Et fiable. Fiable et plus des personnes qui contrôlent, donc ça demande du temps hein, de pouvoir faire ça. Mais en gros, ça aspire la donnée OSM et ça met des alertes sur certains points qu'on aurait définis avec certains contrôles pour dire ça, oui, c'est une modification qu'on accepte, oui et non. Donc, ce qui permet un peu de répondre, mais c'est sûr que ça nécessite derrière potentiellement du temps homme ou en tout cas d'avoir défini assez de personnes fiables derrière pour automatiser le secteur. Mais bon, comme le rappelait Enzo, voilà, la communauté OSM souvent s'auto-corrige de par elle-même des erreurs que quelqu'un aurait fait dedans. Le rôle qu'on va avoir à communiquer de manière assez large, de communiquer les wikis que Emergis a préparés justement pour bien expliquer les méthodes, les typologies, la manière dont on le renseigne, enfin dont on a validé ensemble la manière de renseigner le transfert d'une base régionale à des clés valeurs dans OSM, je pense va contribuer à ça. Hein. C'est sûr que l'open data fait peur, fait souvent peur de cette partie-là où du coup on est sur du collaboratif et on se dit on va nous prendre nos données, on va les modifier, etc. On va faire n'importe quoi. La meilleure manière pour que les gens n'en fassent pas n'importe quoi, c'est de les informer de ce que c'est et de quoi faire avec ces données. Donc, je ne pense pas que derrière, il y a plein d'exemples hein, dans OSM. Hein. Il y a eu des fois une ville entière qui a été créée en Chine. En moins de 24 heures, la communauté l'a détecté et ça a été supprimé, ça a été corrigé. Donc, on en a pas mal. Et moi, le premier, hein, OSM, parce que du coup, j'avais un collègue qui est fan de OSM et avant, j'avais aussi ce genre d'a priori en me disant oui, c'est bon, c'est une base de données collaboratif, n'importe qui peut mettre n'importe quoi. Donc, qui me dit que c'est vrai. Mais en fait, la réalité, c'est que la force du groupe, on va dire, fait que ça fait aussi une forme de qualité. Après, je ne dis pas qu'il y a des erreurs, qu'il n'y a pas d'erreur, etc. Mais je pense qu'on peut pallier un peu à ça. Quoi, voilà. Ouais, c'était un peu long, je suis désolé. Je pense que vous avez déjà bien balayé les deux questions, mais c'est vrai qu'il y a deux sujets. Il y a et vos données en base. Donc ça, effectivement, il y a des outils un peu de contrôle si vous voulez réaspirer quotidiennement les données d'OpenStreetMap pour s'assurer qu'il n'y ait pas eu de mauvaise modification. Et il y a les modifications directement dans OpenStreetMap. Et donc ça, en fait, il n'y a pas il y a aucune autorité supérieure qui vient dire c'est bon, on valide une contribution. En fait, chaque contributeur est libre de modifier la typologie, le revêtement, etc. Par contre, ce qui est fait par les contributeurs un peu plus expérimentés ou même par les collectivités, ça pourrait entrer dans le cadre de la formation, c'est vous expliquer comment utiliser certains outils de contrôle pour vérifier qu'il n'y ait pas eu des éditions en masse, par exemple, pour changer toutes les voies vertes en pistes cyclables. Ça, c'est un cas qui est très, très, très récurrent. Et en fait, il y a des moyens assez fiables maintenant de petits outils de contrôle, notamment avec Overpass Turbo, pour faire des vérifications et des mises à jour assez facilement. Bien évidemment, l'objectif, c'est de ne pas rentrer dans une guerre d'édition. Ça peut être la problématique, c'est-à-dire de ne pas discuter avec le contributeur et de toujours perdre du temps en fait, à faire de la contribution inutile. Donc c'est pour ça qu'il faut effectivement communiquer sur le sujet, sachant aussi que dans OpenStreetMap, tout est visible. On sait tout ce que font les contributeurs. On peut les interpeller dès qu'il y a un groupe de modification qui est créé. On peut leur envoyer un message en direct. Il y a aussi, comme autre moyen, maintenant le forum OpenStreetMap. Si vraiment il n'y a aucun consensus, on peut venir en discuter sur le forum.
Et il y a plein de garde-fous comme ça qui font qu'on arrive à avoir de la donnée qualitative et qu'on arrive à avoir un consensus. Et après, si vraiment il y a un contributeur qui fait n'importe quoi sur le secteur, on peut même venir le bloquer si vraiment il s'avère que il fait vraiment, il améliore pas du tout la donnée et il comprend pas pourquoi ce qu'il fait n'est pas bon. Et ça, c'est vraiment en dernier recours et c'est pas ce qui est souhaitable. Donc voilà. Et on peut aussi, dernier petit truc, on peut faire un retour arrière sur les modifications qui viennent d'être faites. Alors ça peut être délicat et ça peut créer d'autres conflits, mais vraiment si on voit qu'il y a un contributeur qui a changé toutes les voies vertes en piste cyclable, on peut venir, si c'est dans la journée même, faire un retour arrière assez facilement. En fait, il y a plein de petits points de contrôle qui permettent de garantir qu'OpenStreetMap reste à peu près qualitatif. Mais effectivement, tant qu'on a des contributeurs qui ne sont pas formés aux données métiers, à la base de la différence entre une voie verte et une piste cyclable, ils ne comprendront pas pourquoi ils le font mal dans OpenStreetMap. C'est vraiment la base. Merci, merci Enzo. Merci Anaïs pour ta question, parce que c'est vrai que c'est une préoccupation, je pense, de pas mal de collectivités. On va finir, puisqu'on avait prévu 1 heure, c'était un point d'étape, avec, pour rappeler les modalités de contribution qu'on vous propose. Donc, si vous avez des questions sur le projet, voilà, il y a le premier lien. Et puis, je laisse la parole à Loredane pour vous préciser tous les lieux où vous pouvez contribuer. Oui. Donc, vous voyez l'adresse, comme disait Ségolène, c'est connaissance-territoire@maregionsud.fr. Voilà, c'est l'adresse d'entrée pour tout contact avec les animateurs du projet. Sur le site du portail Connaissance du territoire, donc vous avez une page projet pour la base de données vélo régionale. Donc, on vous enverra le lien de cette page dans le mail de remerciement qui va vous être envoyé dans quelques la semaine prochaine, je pense. Et donc, pour vous tenir au courant des avancées du projet, c'est sur cette page que ça se passe. Il y a également un lien d'accès accessible sur cette page vers l'espace collaboratif qui est sur Expertise Territoire. Donc, il y a une petite rubrique Participer sur la colonne de gauche. On utilise l'espace collaboratif sur Expertise Territoire parce que ça nous permet de travailler en commun des documents. Donc, vous trouverez aussi dessus notamment le standard de données. Donc, n'hésitez pas. Par contre, il faut créer un compte. Donc, lorsque vous vous rendez sur Expertise Territoire, il faut vous inscrire à l'espace base de données vélo. Donc, il est sur la présentation qui va vous être partagée, vous voyez l'adresse URL réduite pour vous y rendre. Si vous avez des questions, surtout, n'hésitez pas à m'écrire sur Connaissance Territoire et je vous accompagnerai sur la démarche. Et puis, bien sûr, pour le partage de vos données, on vous rappelle le lien de dépôt que vous trouvez ici. Donc, ça accepte tous les formats et c'est illimité en poids. Donc voilà, dernier point, si vous voulez organiser une cartopartie, n'hésitez pas à nous en faire part. En tout cas, voilà, comme l'a dit Ségolène et Samuel, les volontaires sont les bienvenus. Et je rajoute juste un dernier point, parce que j'ai oublié de dire sur la diapo. N'hésitez pas, si vous avez déjà de la donnée structurée que vous voulez partager, d'aller sur DataSud et créer un jeu de données de votre territoire vélo. Même dans le format que vous avez déjà de votre côté, c'est très bien. On rajoutera le lien sur cette page dans datasud.fr, voilà, dans l'envoi on rajoutera le lien, c'est vrai que j'avais oublié de rajouter ça. Et une fois que votre donnée est publiée sur DataSud, elle serait également visualisable sur DataSud. Voilà, ça va être très intéressant également. Voilà. Est-ce qu'il y a... Bon, je pense qu'on a fait le tour. On avait prévu 1 heure. On ne veut pas vous mobiliser plus. Enzo, il y avait quelque chose tu voulais rajouter? Oui, j'ai l'impression qu'il y a une question qui est un peu passée entre les mailles sur si ça repose sur un document spécifique, de spécification, pardon. Je ne sais pas si ça concerne les données OpenStreetMap ou si ça parle du standard de manière générale. Mais sinon, je peux... Si Yannick est toujours connecté, peut-être qu'il peut prendre la parole.
Yannick Dadiel, c'est ça? Du département du Var. Bon, Je pense qu'il rebondissait sur notre échange tout à l'heure. Je pense aussi, mais il me semble oui. Ok. Parce que peut-être que je peux juste glisser le Oui. lien du sujet sur le forum OpenStreetMap. J'ai créé un sujet dédié pour expliquer à la communauté que voilà, le projet est lancé. Et ça vous permet aussi d'avoir le lien en fait pour la page du wiki, voilà, qui a été mis en place pour préciser un petit peu comment chaque typologie d'aménagement est retranscrite dans OpenStreetMap. Oui, et cette communication, cette explication-là, elle sert aussi à convaincre d'autres contributeurs, on espère, de la qualité des données qui vont être publiées par Emergis, et pour que personne ne vienne les corriger derrière. Ou en tout cas les compléter dans les années à venir, évidemment. Voilà. Merci à tous pour votre présence. Si par hasard vous avez des collectivités dans vos contacts qui n'étaient pas connectées, notamment, vous l'avez vu, hein, Emergis est en train d'essayer de mobiliser les communautés d'agglomération, les communautés de communes. Parlez-en autour de vous, diffusez le support, parce que c'est vrai qu'il nous en manque quand même quelques-unes. Pour que cette base soit la plus complète possible. Et on a besoin aussi de vos éléments. Après, Emergis a d'autres sources, hein. Mais voilà, donc n'hésitez pas à diffuser ce projet, les supports. Et à bientôt pour un autre point d'étape. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Merci, au revoir.